La sagesse, lorsqu'elle est réduite à de simples adjectifs, est souvent confondue avec la compréhension, la connaissance, l'intelligence, ou avec la capacité de stocker et manipuler des informations, créer des récits, ou résoudre des problèmes. Cette vulgarisation transforme un concept profond en simple apparence. Celui qui démontre comprendre davantage, qui affiche une maîtrise des contenus, ou qui formule des réponses avec aisance, est perçu comme plus sage, simplement parce qu'il semble en savoir plus. La sagesse, pourtant, ne se révèle pas à la surface du savoir exhibé, mais dans la profondeur du savoir vécu. L'individu qui se consacre à l'étude silencieuse, qui cultive l'humilité, et se laisse guider par la curiosité, cette force qui pousse à dépasser l'ignorance, chemine dans la sagesse, sans nécessairement l'ostenter. Il la porte comme on porte une flamme intérieure, discrète, mais constante. Paradoxalement, il est courant que ce type de sagesse passe inaperçu, tandis que la culture exhibée, même superficielle, soit fréquemment confondue avec la véritable sagesse. La construction sociale de la figure du sage exige souvent des attributs spécifiques, tels qu'une mémoire privilégiée, la capacité d'accumuler de grandes quantités d'informations, un raisonnement rapide, une observation aiguisée, et l'aptitude à formuler des réponses assurées, bien que pas toujours convaincantes. À cela, s'ajoute l'usage de discours complexes, souvent enveloppés de métaphores énigmatiques, qui créent une aura de mystère. L'imaginaire collectif contribue à ce processus, façonnant l'image du sage comme quelqu'un de silencieux, introspectif, presque inaccessible. Un regard charismatique et énigmatique complète cette composition, renforçant l'idée que la sagesse est quelque chose qui se voit, et non quelque chose qui se vit. La soif de sage est si grande que, bien souvent, la conviction n'est pas nécessaire, l'apparence suffit. Ainsi, la construction d'un sage peut être envisagée sous deux regards. La première construction est intentionnelle, résultat de l'individu lui-même, ou d'une communauté qui a besoin de cette figure, pour soutenir son identité et sa continuité. La seconde est spontanée, née de l'idéalisation de capacités humaines communes, interprétées comme extraordinaires. Dans les deux cas, on court le risque de confondre des compétences développées avec une supériorité essentielle. Celui qui ne voit que le sage façonné, et non la sagesse elle-même, perd la possibilité d'une véritable communion avec la connaissance. Il voit le symbole, mais non le sens. Il voit le piédestal, mais non le chemin. La médecine comme science surgit comme conséquence naturelle de la communion des savoirs, orientée vers le soin du corps et de l'esprit, afin de permettre à chaque être humain d'atteindre la plénitude de ses capacités. Dans son essence, la médecine est donation, jamais échange. C'est un exercice sacré, qui devrait inspirer toutes les sciences, afin d'offrir un savoir permettant aux êtres de dépasser des limites, surmonter des fragilités, et élargir leurs possibilités d'existence. Aucune science ne devrait faire payer la connaissance qu'elle produit, car la connaissance est nourriture. Et la nourriture ne devrait pas être marchandise, mais subsistance partagée. De même que le corps périt sans nutrition, l'humanité périt sans science. Il appartient donc à la société de prioriser et soutenir la croissance scientifique en garantissant qu'elle soit accessible à tous. La sagesse, pour sa part, n'existe que tant qu'elle demeure inaccessible, car elle n'est pas un point d'arrivée, mais un horizon. Et l'être humain n'existera pleinement que lorsqu'il comprendra que dépasser cet horizon ne signifie pas l'atteindre, mais marcher vers lui, toujours.